Eh bien, rebonjour tout le monde. Merci d'être présent cet après-midi pour la troisième et dernière table ronde. Comme l'a dit Hervé Lanouzière tout à l'heure, on monte en généralité progressivement dans cette journée consacrée à l'employeur. Et donc cet après-midi, nous avons une table ronde prospective sur l'employeur demain, puisque Hem, c'est une notion qui, est amenée à évoluer, à se transformer. La figure du salarié, c'est certain, va elle aussi évoluer. Maintenant, on parle, et Grégoire Loiseau, qui est ici présent, est un grand spécialiste du travailleur augmenté. Donc on pourrait, dire la même chose pour le salarié. Mais bon, bien sûr, la notion d'employeur, n'est pas une notion figée. Alors, je remercie infiniment, nos intervenants de cet après-midi, heu, l'un d'entre eux étant, en Italie. Heu, je vais vous le présenter. Donc on vous distribue des casques, puisque, nous avons, organisé une traduction de son intervention en direct. Donc merci, je vais faire, d'un bout de la table ronde à l'autre. Donc Grégoire Loiseau, professeur, à l'école de droit de la Sorbonne. Stéphane Vernac, professeur à l'université, d'Amiens et non pas de Saint-Étienne. On a fait une petite coquille dans le programme, il vient de me le signaler, hein. J'avoue que je n'avais pas remarqué. Et Alain Lacabarat, président de chambre, honoraire à la Cour de cassation et membre, du comité d'experts de l'OIT. Et c'est notamment à ce titre, que monsieur, le président Lacabarat, interviendra, heu, aujourd'hui. Et puis pour terminer, comme je vous le disais, Giovanni Gaudio, qui est chercheur, en Italie et également, avocat, et qui, nous donnera une perspective comparée. Alors pour ce qui est des thèmes, donc nous aurons, il y a 3 séries de thèmes. Le 1er thème, ce sera, l'employeur, à l'heure, de la transition, écologique et de la RSE, puisque la RSE transforme, et perturbe assez largement la figure de l'employeur. Ensuite, nous aurons, la mise à l'épreuve de la figure de l'employeur à l'intelligence, artificielle. Et enfin, nous aurons un regard, international et comparé. Donc je commence par, donner la parole, à Stéphane Vernac sur, l'employeur, et Stéphane va notamment, insister sur, le devoir de vigilance. Qui est évidemment une grosse problématique, RSE. Stéphane, encore merci et c'est à toi. Merci Pascal et merci aux organisateurs de la journée de m'avoir convié. Alors effectivement, je vais parler de l'employeur à l'heure plutôt plus précisément de la vigilance plutôt que de la RSE et non pas du travailleur augmenté, mais peut-être du chef d'entreprise augmenté. Alors pour cela, je vais évoquer la rencontre de deux tendances, de deux mouvements. Un premier mouvement sur lequel je ne vais pas quand même trop m'attarder, mais un premier mouvement qui est l'essor d'une responsabilité pour l'avenir et qui, déborde du strict champ, de l'entreprise quant aux intérêts, ou aux valeurs, protégées, et un second mouvement qui est l'essor, de nouvelles techniques d'imputation des responsabilités et plus précisément d'obligations, qui pèsent et qui vont peser probablement, sur les entreprises, on va les appeler dominantes, dans les organisations. Alors, premier mouvement, donc, l'essor d'une responsabilité pour l'avenir, ou d'une responsabilité, anticipation. Alors, on constate le développement de règles de prévention des risques, dans de nombreux domaines. Ça a été, déjà évoqué ce matin.
et donc en particulier dans le domaine de la responsabilité des entreprises, et cela traduit une profonde évolution des règles de responsabilité qui sont traditionnellement tournées vers le passé et vers la recherche d'une faute en vue d'une réparation. Et donc un nombre croissant de règles organise une anticipation de risques hypothétiques, connus, voire peut-être parfois inconnus. Et ces règles ont prospéré. Je citerai simplement le professeur Catherine Thibierge qui disait que à une responsabilité sanction fondée sur l'imputation d'une faute et centrée sur l'auteur et son comportement dommageable, dominante au XIXe siècle, relayée mais non remplacée par une responsabilité indemnisation fondée sur le risque et centrée sur la victime et sur le dommage, ayant marqué le XXe siècle, eh bien, serait en voie de succéder, sans se substituer aux 2 précédentes, une responsabilité anticipation fondée sur la prévention de risques majeurs, et sur la prévention, de ce qu'elle appelle des intérêts environnementaux, bioéthiques, notamment. Alors, plusieurs dispositifs témoignent, de cette logique de prévention, des risques, et en droit du travail, nous connaissons, une matrice en quelque sorte, de cette responsabilité anticipation qui existe depuis longtemps, c'est l'obligation de sécurité. Alors, la loi, du 9 avril 1898 consacre plutôt une responsabilité fondée sur le risque, mais près d'un siècle plus tard, c'est la directive précisément, hein, la directive du 12 juin 1989, relative à la sécurité et à la santé au travail, qui va consacrer et permettre de systématiser une approche, centrée sur la prévention, des risques sociaux. Et donc, cette, obligation de sécurité, on doit la garder en tête, notamment au regard, des dispositifs que je vais, évoquer, dans un instant, et notamment sur le devoir de vigilance. Elle est en quelque sorte un premier mouvement important, sur ces, règles de prévention. Mais citons peut-être, pour décrire de façon sélective, hein, non exhaustive évidemment, mais, ce mouvement, 2 grandes catégories, de règles. D'abord, des règles qui imposent des obligations de, rendre compte. Obligations de rendre compte qui se diffusent, avec, ce que l'on appelle le rapportage ou reporting, extra-financier qui, maintenant et désormais, sont des règles qui se sont, donc, fortement, diffusées dans le droit commercial depuis la loi NRE, du 15 mai 2001, et l'obligation, notamment dans le rapport de gestion, d'analyser les conséquences sociales et environnementales des activités de l'entreprise, et règle qui se prolonge, qui est prolongée notamment par, la déclaration de performance extra-financière qui transpose, pardon, une directive NFRD, de 2014, qui sera remplacée en 2024 par, une autre directive CSRD. Et donc ces dispositifs, du code de commerce, imposent donc aux sociétés, de présenter leur modèle d'affaires, heu, que ce soit pour leur activité, mais aussi pour l'ensemble des sociétés pour lesquelles, elles établissent des comptes consolidés. Donc c'est vraiment un périmètre qui va au-delà du seul périmètre de la société débitrice de cette, déclaration, et on voit, un ensemble d'obligations, on va dire de reporting sur, la description des principaux risques, créés par les relations d'affaires, la description des politiques, qui sont mises en place par, les sociétés, et les résultats de ces politiques. Alors ces obligations, de rendre compte se diffusent bien sûr aussi, de plus en plus en droit du travail sur des considérations environnementale, et on ne peut pas ne pas penser à la loi climat et résilience, qui, a développé notamment donc, les compétences environnementales, du comité social et économique, et donc toujours une fois, toujours encore cette obligation de rendre compte sur, les conséquences, environnementales, des mesures prises par l'employeur, terminologie qu'on retrouve à l'article L2312-8 du code du travail. Alors, outre ces obligations finalement de transparence, se développent aussi des obligations de prendre en compte.
Alors ces obligations de prendre en compte qui sont un peu plus riches, et qui imposent donc des obligations, d'ordre, comportemental et pas simplement, informationnel. Alors elles se diffusent encore une fois aussi, de plus en plus dans le code de commerce. On songera à la loi Pacte, du 22 mai 2019 et notamment donc à, la modification de l'article 1833 alinéa 2 du code civil. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors évidemment, il appartiendra, au juge d'interpréter, cette formule, prendre en considération les enjeux et également, que signifie, de son activité, quel est, véritablement le sens de cette expression. On pourrait admettre que son activité, c'est aussi, choisir, des co-contractants et que finalement quand on parle, de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ça implique aussi nécessairement, de, veiller au choix, des co-contractants. Alors, la loi Pacte va un petit peu plus loin, puisqu'elle permet, l'intégration dans les statuts, d'engagements, sociaux, environnementaux, dans les statuts de la société bien sûr, avec la rédaction, d'une raison d'être à l'article 1835 du code civil, voire même avec, l'adoption d'une qualité juridique. C'est pas une forme sociale, c'est une qualité juridique particulière qui est celle de société à mission, qui, pour l'instant, n'est peut-être pas assez comprise par, les juristes, mais qui est une société dans laquelle on va s'engager sur des objectifs sociaux, environnementaux et on va même, modifier la gouvernance en fonction de ces, objectifs. Alors, heu au-delà de ces exemples de la loi Pacte, citons évidemment, toujours dans le code de commerce, donc la loi du 27 mars 2017, qui soumet donc les grandes entreprises à un devoir de vigilance dont le régime est posé aux articles L225-102-4 et 5, du code de commerce. L225-102-4 et 5. Alors cette, loi, n'arrive pas, comme ça dans un environnement, normatif complètement désert. Elle s'inscrit aussi dans un ensemble de normes internationales, sur la conduite, des entreprises, des normes de RSE, comme tu le disais Pascal, que ce soit les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ou encore le guide OCDE sur le devoir de diligence. Alors rappelons, peut-être 2 points, rapidement pour présenter cette loi. Cette loi, prévoit une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance et également elle, prévoit un régime spécifique de responsabilité. Alors d'abord une obligation, d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Les, sociétés qui sont, des sociétés mères, qui dépassent certains seuils, au moins 5 000 salariés, en France, en son sein ou dans les filiales ou, au moins 10 000 salariés, en son sein et dans les filiales en France ou à l'étranger. Ces sociétés donc qui sont des sociétés mères, sont donc débitrices d'une obligation d'élaborer un plan de vigilance. Un plan qui doit comporter des mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier des risques et à prévenir des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Donc cette loi va beaucoup plus loin qu'une obligation de reporting, de transparence, mais encore une fois, elle impose véritablement une obligation, d'agir, hein, de changer, ses comportements et de mettre en place des mesures de vigilance et la loi précise, on va dire un modèle, un contenu très, très, général, trop vague d'ailleurs pour les entreprises, de plan de vigilance puisqu'on doit prévoir dans ce plan une cartographie des risques, des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs, des actions adaptées, d'atténuation des risques, un mécanisme d'alerte, de recueil des signalements et un dispositif de suivi des mesures, mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. Donc tout ça, on le retrouve, dans les 2 textes, le tiré 4 que je citais, tout à l'heure. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est la société mère qui est débitrice de cette obligation, mais elle doit élaborer un plan de vigilance,
qui va donc concerner les activités de cette société mère, de ses filiales et des fournisseurs et sous-traitants, avec lesquels les sociétés du groupe entretiennent une relation commerciale établie. Alors, heu, la loi reconnaît donc à la société mère, un pouvoir normateur, réglementaire, qui est celui d'édicter et de mettre en œuvre un plan de vigilance qui s'impose, aux sociétés du groupe, mais aussi au-delà, aux sous-traitants et fournisseurs qui, composent, la chaîne de valeur. Alors, cette loi, ensuite, prévoit un régime de sanctions, L225-102-4 d'abord. Si, la société ne respecte pas cette obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance, eh bien, elle peut être mise en demeure. Donc il y a une procédure de mise en demeure et ensuite le tiret 5, L 225-102-5 prévoit un mécanisme de responsabilité, pour, donc engager la responsabilité des sociétés qui ne respectent pas les obligations prévues par, le tiret 4 et c'est une responsabilité pour faute, sur le fondement des articles 1240 et 1241, du, code civil. Alors la compétence, en la matière, c'est celle du tribunal judiciaire de Paris puisque une loi, donc prévoit que, depuis 2021, que c'est ce tribunal qui connaît des actions, relatives au devoir de vigilance, sur le fondement de ces 2 textes, L 225-102-4 et -5. Alors une proposition, de directive qui est donc, est toujours, en cours, hein, elle est sur le métier, a été faite par, la Commission européenne en février 2022. Il y a eu, plusieurs modifications, encore en juin 2023 et récemment encore un accord politique a été trouvé avec quelques petites modifications, mais on n'a pas le texte, encore et la formalisation de la directive. Quelques modifications, dans ce projet de directive qu'on appelle le, projet donc de directive C3D, Corporate Due Diligence Directive. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que cette directive, est fondée notamment sur, l'article 50, du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire sur la liberté d'établissement. Autrement dit, l'essor d'une législation européenne sur la vigilance, a pour souci d'éviter que l'essor de règles nationales en la matière ne crée des distorsions, entre, les États et entre les entreprises, des distorsions de concurrence. Donc il y a une logique intéressante de, concurrence loyale à travers ce dispositif. Les seuils, sont, moins, élevés que, ceux du droit français puisque cette législation devrait normalement s'appliquer aux sociétés mères de plus de 500 salariés ayant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros dans le monde. Mais ce sont des seuils qui ont d'ailleurs beaucoup bougé, dans les différents projets. Il y a, des seuils, plus bas, notamment, pour, des entreprises, qui, œuvrent dans des secteurs à risque et il y a également, mais je ne vais pas dans le détail, d'autres seuils, pour, des sociétés qui sont établies à l'étranger, mais qui ont des activités, sur des États de l'Union européenne. Alors, je passe, sur ce projet de directive, on pourra évidemment, en discuter, mais voilà le cadre normatif dans lequel je vais, analyser maintenant le deuxième point, c'est le développement de responsabilités, pesant sur, les, entreprises dominantes. Alors je rappellerai, d'abord qu'au sein d'une organisation et notamment d'un groupe de sociétés et ça a été, implicitement évoqué ce matin, bien sûr il y a une, société mère, une entreprise dominante qui dispose en réalité d'un pouvoir de direction économique. On le sait, son rôle, n'est pas limité à une détention capitalistique, mais ces sociétés exercent un véritable pouvoir, à l'égard des filiales et même au-delà. Pouvoir qui s'exerce, sur les directions, de ces sociétés et pas toujours et c'est ça la difficulté, pas toujours directement sur les salariés de ces sociétés. Alors, les formes d'exercice de ce pouvoir que j'appelle le pouvoir d'organisation, hem, sont, nombreuses, mais d'une manière générale, les sociétés mères, exercent un pouvoir de répartition des ressources entre les filiales, un pouvoir de répartition des activités de ces filiales et puis également,
elles ont un pouvoir consistant à agencer les pouvoirs même au sein de ces organisations. C'est elles qui distribuent les pouvoirs entre les différentes sociétés du groupe, par exemple par des délégations de pouvoir. Donc les canaux de transmission de ce pouvoir sont nombreux, difficiles à saisir. Pensons par exemple aux conventions de gestion qui sont conclues entre les sociétés filiales et la société mère. Pensons aux délégations de pouvoir, encore une fois, ou encore à un instrument qui est très développé dans les groupes de sociétés, c'est la conclusion par les dirigeants de sociétés filiales d'un contrat de travail avec la société mère, contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'un mandat dans les sociétés filiales, puisque la Cour de cassation admet la validité de ce type de contrat de travail. Alors, le souci, c'est que en droit du travail, et on l'a dit ce matin, l'employeur, c'est le principal pôle d'imputation des responsabilités. Euh, le Code du travail comporte une conception unitaire de l'employeur. Il est le seul destinataire des obligations posées par le Code du travail. Il est détenteur de deux pouvoirs, le pouvoir de direction des personnes, et on retrouve le lien de subordination, mais aussi un pouvoir de direction économique, c'est-à-dire celui de diriger l'entreprise, de prendre des décisions qui intéressent la marche générale de l'entreprise. Et les termes employeur et chef d'entreprise ont d'ailleurs été longtemps confondus, même dans la langue du droit, celle du législateur. On parlait indifféremment d'employeur ou de chef d'entreprise, jusqu'à la réécriture en 2008 du Code du travail, puisque toutes les formules chef d'entreprise ont disparu et remplacées par l'expression employeur. Et donc l'employeur est, dans le Code du travail, en quelque sorte resserré, l'entreprise est resserrée à l'employeur, et si d'autres périmètres sont reconnus, ils sont pour l'essentiel des espaces d'appréciation des responsabilités, des obligations patronales de l'employeur. Le co-emploi, évoqué ce matin, n'est qu'une façon, devenue assez inadaptée, mais une façon de recomposer cette figure de l'employeur au sein des groupes de sociétés, qui consiste donc à saisir ce pouvoir de direction économique dans les groupes. L'identification d'un employeur fonctionnel qui est notamment dans les travaux de Jérémias Prassel, n'est pas la voie poursuivie par le droit français, c'est-à-dire qu'une fois qu'on identifie un employeur ou un co-employeur, eh bien, on lui impute l'ensemble des obligations du Code du travail et il n'y a pas de notion relative ou fonctionnelle d'employeur en droit du travail, une notion qui serait, ça a été évoqué ce matin, par exemple spécifiquement utilisée en matière de licenciement collectif ou spécifiquement utilisée en matière d'obligation de sécurité. Mais pourtant, cette conception centrale de l'employeur n'exclut pas l'essor plus discret, mais non négligeable, d'obligations dérivées pesant sur des tiers. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a un employeur qui est débiteur des obligations du Code du travail que des responsabilités ne peuvent pas être imputées à d'autres entités à l'égard des salariés. Et la loi et la jurisprudence nous offrent plusieurs illustrations. Alors, je ne reviendrai pas sur la première, la coactivité, qui a été évoquée ce matin avec un arrêt du 8 février 2023, et notamment donc sur ce partage de responsabilités et assez intuitif et logique entre l'entreprise utilisatrice et l'employeur. Mais d'autres versions de ces responsabilités apparaissent. Alors, bien sûr, avec la responsabilité civile délictuelle, on voit par exemple des contentieux sur la responsabilité d'une société tierce qui, par sa faute, sa légèreté blâmable, a concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois dans une société. Donc plusieurs arrêts de la Cour de cassation montrent qu'il y a aussi un impératif de bonne gestion qui pèse sur les actionnaires et notamment sur les sociétés mères. Mais il existe d'autres mécanismes qui permettent d'imputer des obligations particulières en raison d'un pouvoir exercé sur une société employeur. Alors, par exemple, la loi du 10 juillet 2014 nous offre un exemple, une loi visant à lutter contre la concurrence déloyale et qui crée une obligation de vigilance pesant sur le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre. Autre exemple assez classique en droit du travail, en matière d'information consultation du CSE.
on sait que l'employeur a une obligation d'information-consultation, quel que soit l'auteur de la décision, du projet de décision. Cela résulte notamment de l'arrêt Aulotte, de la chambre criminelle du 2 mars 1978. Ce qui veut dire que l'auteur, par exemple, d'un projet de cession de contrôle doit informer la société employeur afin qu'elle puisse exercer ses obligations d'information-consultation à l'égard du CSE. On se souviendra aussi de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un arrêt Fujitsu Siemens, sur les obligations qui pèsent sur les sociétés mères d'informer les sociétés filiales en cas de projet de licenciement collectif et d'attendre la fin de la procédure d'information-consultation dans la filiale avant de mettre en œuvre leur projet. Plein d'exemples qui montrent donc que dérivent du Code du travail des obligations pesant sur l'employeur, des obligations qui pèsent sur les tiers et qui peuvent être source de responsabilité civile délictuelle des tiers. Alors, la loi sur le devoir de vigilance, je le crois, pose la matrice de nouvelles techniques d'imputation des responsabilités dans un cadre, un périmètre très vaste, qui est non seulement celui du groupe, mais plus largement celui de la chaîne de valeur, qui est la notion qui est retenue dans le projet de directive, alors que la loi française fait référence aux sous-traitants et aux fournisseurs. La chaîne de valeur couvre l'ensemble des activités de production de biens, de services, y compris le développement du produit ou du service, l'utilisation et l'élimination en aval du service. Donc, c'est une notion extrêmement vaste. Alors, dans cette loi sur le devoir de vigilance, il me semble que le plan de vigilance est un acte réglementaire qui intéresse l'ensemble des parties constituantes. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le tribunal judiciaire de Nanterre en disant que ce n'est pas un acte de commerce. C'est un acte réglementaire qui a une portée générale. Et donc, quelles sont les responsabilités qui dérivent de ce plan de vigilance? D'abord, première responsabilité, il y a une responsabilité qui pèse sur la société mère de mettre en place un plan de vigilance et de le mettre en œuvre. Mais il y aura un premier débat, et c'est d'ores et déjà des contentieux qui arrivent. Comment savoir si une société entre dans le périmètre du plan de vigilance? Est-ce qu'on peut interroger l'entreprise dominante pour savoir quelle sera l'étendue ou quelle est l'étendue du périmètre de vigilance? Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 5 décembre 2023 qui est riche d'enseignements, nous dit que la liste des partenaires qui entrent dans le champ du devoir de vigilance n'a pas à être communiquée aux syndicats demandeurs, que à minima, cette liste pourrait être d'ores et déjà communiquée aux institutions représentatives du personnel. C'est une conception discutable. On se souviendra par exemple que dans la directive Comité d'entreprise européen, refondue en 2009, la direction centrale d'un groupe est responsable de la création des conditions de mise en place d'un comité d'entreprise européen et elle est débitrice d'une obligation d'information sur le périmètre de mise en place du comité d'entreprise européen. Donc il y a aujourd'hui des demandes de communication de pièces pour connaître véritablement, sur le fondement de 145 notamment, le périmètre de mise en place d'un plan. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est le contrôle du contenu du plan de vigilance. Ce que l'on voit notamment avec cette même décision donc, du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 sur la Poste, c'est quelques points. D'abord, le caractère central de la cartographie des risques. La décision insiste beaucoup sur le fait que cette cartographie ne précisait pas les facteurs précis de risque ni leur hiérarchisation. Et le tribunal indique qu'il apprécie l'adéquation et l'efficacité des mesures de vigilance avec la cartographie des risques. Donc, pour apprécier ces mesures de vigilance, encore faut-il avoir une cartographie des risques qui soit précise. Mais au-delà de la cartographie des risques, quelle sera l'intensité du contrôle du juge sur le contenu même des mesures de vigilance? Et ici, le tribunal judiciaire est un petit peu plus timide. Il nous dit certes, ce plan de vigilance doit comporter des mesures concrètes, adéquates, efficaces, en lien, en cohérence avec la cartographie des risques. En revanche,
cela ne saurait conduire le juge à se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d'elles l'instauration de mesures détaillées, précises, concrètes. Autrement dit, le juge, refuse de s'immiscer dans la liberté, de la société, en concertation avec les partenaires sociaux, de déterminer les bonnes, mesures, de vigilance. Une sorte de, heu réapparition de l'arrêt, SAT, de l'assemblée plénière du 8 décembre 2000. Le juge n'a pas à s'immiscer, dans les choix de gestion, de l'employeur. Mais, à terme, est-ce qu'un juge ne pourrait pas considérer, par exemple, qu'une chaîne de sous-traitance est démesurément longue, voire excessive, et cela créerait parfois un risque d'atteinte aux droits fondamentaux? Est-ce que le juge peut effectuer ce contrôle, même? Alors, hem, ça c'est, un contrôle sur le contenu. J'accélère, Pascal. Heu, une autre remarque, heu, importante, je crois, dans la décision La Poste faisait valoir, un élément, c'est que la responsabilité de cette société mère, quand elle établit le plan de vigilance, ne doit pas se confondre avec la responsabilité des employeurs, et notamment, dans la lutte contre, le travail, clandestin. Autrement dit, il y aurait une sorte de doublon. Il ne faut pas faire peser sur l'organisateur, la société mère, des obligations qui, normalement, sont des obligations d'employeur. Alors, le tribunal ne répond pas sur ce point. Il me semble, cependant que, pèsent sur les sociétés mères des obligations, spécifiques qui ne se confondent pas avec, des obligations d'employeur. Par exemple, en matière de lutte contre le travail clandestin, le plan de vigilance, me semble-t-il, doit prévoir des mesures visant à éviter de placer les sous-traitants, en quelque sorte, en situation d'être contraints de recourir à ce type de travail. En termes de coûts, de prix, hein, de négociation des prix, des prestations, en termes de délai, est-ce que parfois les sociétés mères ne placent pas en réalité leurs sous-traitants en situation, de violer les droits humains. Donc peut-être que l'on pourra, à l'avenir, observer ce type de contrôle, dans, le plan de vigilance. Heu, enfin, le plan de vigilance, c'est, à mon avis, un ordre disciplinaire. Autrement dit, comme le règlement intérieur, donc c'est un acte réglementaire de droit privé, comme le règlement intérieur, ce plan de vigilance, est opposable. Il est opposable, par l'entreprise dominante aux entreprises, relevant du périmètre de la vigilance. Une société dominante peut résilier unilatéralement le contrat, dès lors qu'il y a violation du plan de vigilance. Ce plan de vigilance est également opposable aux employeurs qui font partie, du périmètre du plan de vigilance. Par exemple, un salarié ne pourrait-il pas opposer à son employeur la violation par ce dernier des mesures de vigilance prévues dans le plan, y compris, dans un contentieux donc prud'homal? Il me semble que oui. Le plan de vigilance est également opposable est-il opposable pardon, c'est une question, est-il opposable par l'employeur à ses salariés? C'est une question complexe et peut-être, aujourd'hui, trop théorique parce que les plans de vigilance sont très imprécis. Mais à l'avenir, est-ce que ce plan de vigilance ne peut pas servir aussi d'outil, réglementaire, des employeurs à destination des salariés? Est-ce qu'il pourrait être le fondement d'une sanction disciplinaire? Ou alors faut-il considérer que, pour que cela soit le cas, les mêmes conditions que celles qui président à l'élaboration, du règlement intérieur doivent être respectées? C'est une interrogation, générale. En tout cas, on voit bien, que, l'édification du devoir de vigilance, pourrait bien consacrer donc ce que certains appellent une judiciarisation, des normes éthiques et de gestion et renouveler donc les questions d'imputation des responsabilités dans les organisations. Merci beaucoup, Stéphane, et merci d'avoir intégré, à chaud, le jugement La Poste, qui est évidemment, un jugement, très, très important. Bah, je passe tout de suite la parole, à Grégoire Loiseau.
Merci Pascal. Ouh. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour parler de quelque chose d'a priori un peu original, mais vous allez voir qu'il est en réalité un sujet extrêmement sérieux. Lorsqu'on pose la question, qui est l'employeur? C'est pas moi, c'est Pascal qui me l'a posé, en m'invitant d'y répondre. Qui est l'employeur à l'heure de l'intelligence artificielle? On se prendrait presque à soupçonner l'avènement d'une intelligence artificielle employeur. L'un des succès de l'intelligence artificielle est de répondre à notre imaginaire, parfois au-delà de l'imprévisible. Dans les faits, l'IA employeur existe bel et bien. Elle a les traits d'un humanoïde. Elle se nomme Madame Tang Yu. Elle dirige l'un des leaders chinois du jeu vidéo qui compte plusieurs milliers de salariés. C'est une des premières générations de dirigeants numériques virtuels. Elle a une apparence physique soignée, une coupe de cheveux parfaite, un costume strict. Son visage apparaît sur les écrans d'ordinateur et ne fait pas d'ailleurs qu'apparaître puisque elle y prend la parole. L'entreprise met en avant la rationalité, la logique de l'IA qui, à la différence des humains, n'a pas de sentiments. Formidable. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Mais la Chine est un État trop sérieux et bien plus développé que nous en matière d'intelligence artificielle pour que nous traitions avec désinvolture ce que je me permettrais d'appeler l'algorithmophilie. J'ai été sûr qu'en inventant ce mot, je n'arriverais pas à le prononcer. Et je n'aurais pas dû. La démarche consistant à instituer Madame Yu, tout bien considérée, est hyper réaliste. Elle exprime la conscience que l'intelligence artificielle est et a vocation à être bien plus qu'une assistance technologique à l'exercice des pouvoirs de l'employeur. L'IA est de nature à apporter quelque chose de plus à l'autorité de l'employeur, quelque chose de l'ordre de l'infaillibilité ou du moins de l'exactitude au sens mathématique du terme. L'IA, créature algorithmique, euh, est déterministe, ce qui lui donnerait une forme d'incontestabilité. Hyper réaliste, la démarche se nourrit aussi de l'idée que le dirigeant est un représentant de l'employeur et qu'à ce compte-là, un dirigeant numérique virtuel peut aussi bien faire l'affaire qu'un dirigeant personne physique. C'est-à-dire que l'employeur est l'IA ou qu'il pourrait un jour être l'IA. D'aucuns parlent déjà de subordination algorithmique. Mais, si je peux me permettre, c'est n'y rien comprendre et confondre les pouvoirs de l'employeur et des modalités de leur exercice. La subordination, rassurons-nous, est juridique. Et c'est autre chose que des technologies algorithmiques prennent part, de fait, à la réalisation des pouvoirs qui le fondent. Dans un domaine où la fantasmagorie est prompte à éclipser le sens des réalités, la responsabilité du juriste est de ne prendre au sérieux que les faits et de manipuler avec sérieux les qualifications juridiques et les règles qui en sont inférées. De ce point de vue, qui est beaucoup plus austère, et je donc ne ferai pas le buzz cet après-midi non plus, il n'y a pas davantage d'employeurs IA que de subordination algorithmique. Mais il y a bien, reconnaissons-le aussi, un effet sur l'exercice du pouvoir de l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Au-delà, autrement dit, d'une simple assistance technologique au moyen d'aide à la décision, d'outils d'évaluation, de contrôle des salariés, la gouvernance algorithmique renforce le pouvoir patronal en le teintant de l'infaillibilité prêtée aux technologies auxquelles il est recouru. Ce pouvoir en devient lui-même plus difficilement contestable dans la mesure où la décision algorithmique n'étant a priori pas contestable, son application par l'employeur ne le serait pas davantage. L'employeur ne change donc pas lui-même, mais on peut dire qu'il est, et tu avais déjà trahi mon terme tout à l'heure sans le savoir, Pascal, qu'il est augmenté par l'intelligence artificielle, au sens, et ce n'est pas moi qui utilise ce terme sans propos, au sens où les transhumanistes donnent à ce terme, c'est-à-dire dans des proportions qui vont au-delà d'une simple amélioration de ses capacités. L'employeur augmenté n'est pas pour autant un employeur transcendé par l'intelligence artificielle. Et c'est précisément là que doit se situer l'action du droit pour que l'augmentation soit regardée et traitée comme une anormalité exigeant des mesures spécifiques.
L'employeur augmenté par l'intelligence artificielle. Gestion algorithmique du travail, surveillance algorithmique, décision algorithmique. Les termes mettent en évidence la résonance ou mettent en résonance plutôt des pratiques d'employeurs et les technologies de l'intelligence artificielle. Mais de quoi? De quoi est-il question précisément? Il est question de deux choses. La première est une augmentation des pouvoirs de l'employeur qui se présente, cette augmentation, comme un gain d'effectivité et supposément d'efficacité. La seconde chose est une évolution de la performance de ces pouvoirs dont le caractère mécaniste les fait apparaître dans le fort des salariés subordonnés comme étant aussi implacable qu'incontestable. Augmentation des pouvoirs de l'employeur. Les technologies de l'intelligence artificielle sont encore en phase de rodage dans les relations de travail. La croissance, pardonnez-moi, est d'ailleurs contrastée. L'automatisation des tâches, ou plutôt de certaines tâches, se développe rapidement, tandis que l'IA générative fait une entrée encore timide dans l'entreprise. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les procédures de recrutement, elle, se démocratise, avec des applications très variables qui vont du tri de curriculum vitae jusqu'à l'emploi d'algorithmes d'analyse des émotions qui décryptent des micro-expressions du visage pour chiffrer des indicateurs relatifs à des traits de caractère, sérieux, investissement, stress. Je vous invite à taper sur LinkedIn Have You, qui est le nom d'un logiciel américain, et aujourd'hui, vous avez des sélections, ou plutôt des présélections, qui se font sur une analyse des traits, des micro-expressions du visage par une intelligence artificielle. Et la deuxième phase de recrutement n'aura lieu que pour celles et ceux qui auront passé cette première étape. C'est déjà une réalité. Alors, la CNIL, dans un document qu'elle a publié au mois de janvier, le 30 janvier dernier, a exprimé ses vives réserves vis-à-vis d'un tel emploi de l'intelligence artificielle, mais elle ne l'a pas réprouvé clairement. L'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle par la prise automatisée de décisions ou à des fins de contrôle est également en voie de développement. Déjà, pour les spécialistes RH, ils le connaissent, les systèmes d'information des ressources humaines, SIRH, permettent d'automatiser certaines actions de direction du personnel. Mais ce n'est que la partie visible de la capacité des technologies de l'intelligence artificielle à rationaliser, pour les optimiser, la réalisation de certaines tâches, à mesurer la productivité des salariés, évaluer leurs performances, à suivre en ligne et hors ligne la réalisation de leur activité. Lisons entre les lignes. Lorsque l'OIT, on en parlera tout à l'heure de l'OIT, cette magnifique institution, en janvier 2019, met en garde contre, je cite, l'exercice de la gestion, de la surveillance et du contrôle algorithmique au moyen de capteurs et d'accessoires connectés, c'est bien qu'il y a une raison d'être vigilant. Lorsque les autorités légiférantes de l'Union européenne se sont entendues il y a quelques jours, le 13 décembre dernier, sur le texte de directive sur les travailleurs de plateforme, et ont posé un principe de transparence dans l'utilisation des systèmes automatisés de contrôle et de prise de décision, c'est que nous y sommes. Car il est évident que les plateformes n'ont pas le monopole de l'utilisation de ces systèmes. Le législateur européen s'apprête au demeurant, dans un autre texte, à réglementer la mise en œuvre de ces technologies, ce qui signifie qu'il en admet la pratique. Les trilogues ont également abouti le 8 décembre dernier, vous l'avez sans doute entendu, à un accord sur le projet de règlement relatif à l'intelligence artificielle, dont le texte est donc désormais stabilisé. Il sera adopté courant 2024. Procédant à une approche par les risques, en fonction donc de l'importance des risques, le règlement en cours d'adoption interdit certaines applications de l'intelligence artificielle et soumet à réglementation les systèmes dits à haut risque. Parmi les applications interdites figurent, et c'est nouveau, c'est la toute dernière version, les systèmes d'analyse des émotions, justement, utilisés, attention, sur le lieu de travail. L'interdit est louable, je l'applaudis, mais il est limité au lieu de travail. Il ne devrait donc pas concerner les applications adjacentes comme les algorithmes de recrutement. Et c'est ce que confirme la suite du texte, du règlement, en passe d'être adopté, je me répète, qui classe parmi les systèmes à haut risque, réglementés mais autorisés, les systèmes utilisés pour le
le recrutement, la sélection des personnes, notamment pour l'évaluation des candidats. Sont également considérés comme des systèmes à haut risque, c'est-à-dire qui pourront être pratiqués. Les systèmes d'intelligence artificielle destinés à être utilisés pour prendre des décisions concernant la promotion des salariés, le licenciement, les systèmes procédant au suivi et à l'évaluation des performances et du comportement des travailleurs. Je cite les termes du règlement, hein, traduit. Les systèmes de prise de décision pour l'attribution des tâches, lorsque cette attribution est fondée sur le comportement individuel, sur les traits de la personnalité ou sur les caractéristiques de la personne. Évaluation de la performance, suivi du comportement, attribution des tâches et même licenciement, les pouvoirs de l'employeur sont tous, fût-ce à des degrés divers, concernés. Ils le sont dans leur exercice, ils le sont peut-être encore plus dans leur performance. L'intelligence artificielle est de nature à rendre les pouvoirs de l'employeur plus performants en les créditant d'une plus grande fiabilité, d'une plus grande rationalité. C'est l'une des utilités attendues de l'assistance algorithmique que de rationaliser la décision, de la rendre plus objective au moyen de critères, d'indicateurs que l'outil est en capacité de traiter massivement. Les systèmes d'intelligence artificielle bénéficient à cet égard d'un indice fort de fiabilité qui confine à une forme d'infaillibilité. L'outil devient alors une justification privilégiée de la décision de l'employeur et constitue dans ce contexte de fiabilité, de rationalité, une source de légitimation du pouvoir. Le pouvoir est d'autant plus puissant qu'il est objectivé et légitimé par l'exactitude algorithmique. La perception par les salariés du système d'intelligence artificielle comme une boîte noire, pour prendre l'expression utilisée fréquemment en la matière, dont ils ne sont pas en mesure de comprendre le processus décisionnel, et je ne le suis pas davantage, ajoute, qui plus est, au caractère indiscutable de l'opération. On bascule vers une rationalité instrumentale à laquelle il est d'autant plus difficile de ne pas se soumettre qu'elle est présentée comme le produit d'un système automatisé dont l'employeur ne fait que relayer les résultats. C'est là, d'ailleurs, l'autre motif d'un surcroît, d'un surplus de performance des pouvoirs de l'employeur, dévolus à des systèmes automatisés de contrôle et de prise de décision. Ils brouillent l'origine du pouvoir. Il s'opère, même si c'est uniquement en apparence, une sorte de délégation de l'employeur au système qui peut être d'autant plus sensible que celui-ci fonctionne de manière autonome. L'expression de subordination algorithmique, elle n'a pas été utilisée non plus par hasard. Elle exprime, somme toute, très bien ce trouble optique qui porte à dissocier l'employeur et l'intelligence artificielle, qui n'est pas alors regardé comme un assistant, une aide à la décision, mais comme l'auteur de celle-ci. La possibilité reconnue par le règlement général sur la protection des données, j'y reviendrai, qu'une décision algorithmique soit prise sans intervention humaine, renforce cette impression. Ce découplage favorise intuitivement une représentation biaisée du pouvoir dont l'exercice n'est pas directement imputé à l'employeur. En forçant un peu les choses, on pourrait dire que l'IA a une autorité propre, alimentée par une objectivité et une rationalité qui lui sont propres, ce qui renforce la performance des pouvoirs dont elle sert l'exercice. Mais c'est précisément cette représentation biaisée, apparente en fait, mais inconsistante en droit, qu'il faut démentir et combattre. Non, l'employeur n'est pas transcendé par l'intelligence artificielle. Il est aisé de rectifier les choses pour qui s'attachent à la sincérité des faits. L'intelligence artificielle n'est qu'un service technologique auquel l'employeur peut recourir dans l'exercice et pour l'exercice de ses pouvoirs, pour le gain d'un surcroît d'efficacité. En droit, il n'en faut pas moins se donner les moyens et donner les moyens aux salariés de faire endosser par l'employeur l'utilisation des systèmes automatisés de contrôle, d'évaluation de la performance, de prise de décision algorithmique. Parce que l'IA n'est pas l'employeur. Et pour que l'IA ne soit pas l'employeur, il faut
d'une part, garantir l'imputabilité de la décision algorithmique à l'employeur et assurer, d'autre part, sa contestabilité. L'imputabilité de la décision algorithmique à l'employeur, elle est matérielle et l'autonomie du système à cet égard est radicalement indifférente. Mais il faut plus. Il faut qu'elle soit substantielle, ce que compromet pour le coup l'autonomie du système. Concrètement, cela implique une intervention humaine dans la prise de décision algorithmique, voire une supervision humaine du fonctionnement du système automatisé. Les voix s'élèvent déjà depuis plusieurs années pour que l'humain reste aux commandes, Human in Command. L'OIT, pour reprendre le texte de cette organisation en janvier 2019, écrivait déjà que l'intelligence artificielle doit rester sous contrôle humain. Les décisions touchant au travail doivent être prises par les êtres humains. Il ne s'agit pas ici simplement de veiller d'un point de vue technique au risque de dysfonctionnement d'un système et de les corriger au besoin. Il y a cette préoccupation. La garantie humaine est aussi, de façon plus profonde, le moyen d'incarner la décision algorithmique et de la désautomatiser pour qu'elle relève bien, en pratique, de l'autorité et corrélativement de la responsabilité de l'employeur. Une telle intervention humaine est aujourd'hui prescrite sur le principe par le règlement général sur la protection des données personnelles, dont les règles s'appliquent dès lors que le système automatisé intègre un traitement de données personnelles, ce qui en pratique est assez fréquent. L'article 22 du texte prévoit en effet que chaque personne, et donc chaque salarié ou chaque candidat à un emploi, a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage. Dès lors, pardonnez-moi, je n'ai pas fini la phrase, que cette décision produit des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative. Seulement, il y a un seulement, ce principe vertueux est de portée limitée dans les relations de travail, car le RGPD autorise de telles décisions, autrement dit des décisions algorithmiques sans intervention humaine, dès lors qu'elles sont nécessaires à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Si l'on peut défendre à ce sujet que tout recours à l'IA dans l'exécution du contrat de travail n'est pas nécessaire à cette exécution, l'entorse est tout de même importante. Il est dans ces conditions important que d'autres textes imposent une garantie humaine dans une décision automatisée. Le projet de directive relative aux travailleurs de plateforme, dans la version donc quasiment définitive qui a fait l'objet de l'accord le 13 décembre dernier, prévoit en ce sens que les systèmes automatisés de contrôle et de prise de décision auxquels les plateformes ont recours soient surveillés par du personnel qualifié bénéficiant d'une protection particulière, et un contrôle humain est en outre garanti pour les décisions les plus importantes. Avec une portée plus large, le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, qui, je le rappelle, a aussi fait l'objet d'un accord à l'issue des trilogues ce mois-ci, prescrit de son côté de respecter, en ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, c'est ce que l'on retrouve recensé dans les relations de travail en matière d'emploi, qui sont, je le rappelle, certes encadrés, mais autorisés, prescrivent à leur égard des obligations, enfin pour les fournisseurs, fabricants et utilisateurs, des obligations en matière de gouvernance des données, d'évaluation des risques, mais aussi de supervision humaine. Là, en revanche, pour l'instant, le texte n'est pas très précis. On attend des précisions qui doivent encore être apportées. Alors, l'imputabilité, c'est une chose. Une autre, me semble-t-il, c'est et pardonnez-moi ce néologisme, la contestabilité de la décision algorithmique, qui, de mon point de vue, se découple. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce que une de mes collègues a appelé un droit à l'explicabilité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre et se faire expliquer, le salarié doit pouvoir se faire expliquer la décision algorithmique dès lors qu'elle a une incidence sur sa situation. Pour l'instant, on y va, mais tout doucement. Dans le projet de directive sur les travailleurs de plateforme, il est effectivement prévu une information des travailleurs sur l'utilisation des systèmes automatisés de contrôle et de prise de décision,
Mais information, elle a l'air d'être généralement prescrite et pas précisément un droit de chaque travailleur de demander une explication sur la décision qui le concerne. Ça, c'est un premier aspect et déjà on voit que les briques commencent à manquer dans la construction. Quant à la contestation, qui serait le niveau second, au-delà de l'explicabilité, le droit de recourir, de contester. Alors, en droit du travail, il y a toujours une possibilité, indépendamment évidemment de l'origine de la décision de contester, mais ici, il s'agirait de contester la décision algorithmique parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on n'en a pas l'explication. Cette contestation était prévue dans le projet de directive plateforme. Il semblerait être repris, mais je n'arrive pas toujours pas à mettre la main sur la toute dernière version du 13 décembre. Donc je ne peux pas vous garantir. J'ai le mauvais sentiment que le droit de contestation a été écarté au profit d'une intervention humaine. Et que au moment des derniers arbitrages entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne, le droit de contestation en a fait les frais, mais je n'ai pas eu le texte depuis le trilogue du 13 décembre dernier. Et dans le règlement IA, qui est horriblement décevant, hein, c'est un règlement économique, c'est un règlement pour favoriser le développement économique de l'intelligence artificielle. On a beau nous dire qu'il y a des droits fondamentaux derrière tout cela. Oui, pour réglementer l'intelligence artificielle, mais je continue à dire que réglementer, c'est autorisé. Merci beaucoup. Merci infiniment, Grégoire, pour toutes ces questions. Donc, on comprend et on est rassuré par le fait que l'IA ne peut pas être l'employeur, comme à l'époque, on a dit que l'expert comptable ne pouvait pas être l'employeur et décider à la place de l'entreprise pour faire un licenciement notamment. Mais bon, plein de questions et plein d'interrogations. Alors, on a très peu de temps, mais si vous avez des remarques, des questions, allez-y avant qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde. Ah, je sais que les sujets sont vertigineux, donc c'est pas évident effectivement d'avoir des questions sur que ce soit sur les, les- les chaînes de valeur ou l'IA, c'est tellement vertigineux et ça pose tellement de questions que c'est pas forcément évident d'avoir une question. Pas de... Ouais, allez-y. Alors, attendez, Oui. Paul Riandet, Chambre 1-4, TJ Paris. Juste une précision sur notre décision du 5 décembre. Je ne vais surtout pas faire un commentaire sur notre décision, mais sur le point que vous avez souligné, l'absence de communication de la liste des fournisseurs et sous-traitants aux représentants du personnel, nous ne répondrons pas vraiment à cette question. La question qui était posée était celle de savoir s'il fallait publier dans le plan de vigilance cette liste. Et donc, ça veut dire, est-ce qu'il fallait finalement que la société dominante communique publiquement l'intégralité finalement de ses fournisseurs et sous-traitants. Donc c'est à cette question que nous avons répondu négativement, mais par contre nous n'étions pas saisis, même si effectivement les conclusions de Sud étaient assez riches, le dispositif des conclusions était limité. Nous répondons qu'au dispositif des conclusions. Nous n'avons pas répondu à cette question que vous aviez soulevée tout à l'heure. Voilà. Après, je ne vais pas reprendre les autres éléments, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets. Merci. Merci beaucoup pour cette observation. Donc, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette table ronde avec un angle international, même si, bien évidemment, sur les questions qu'on vient de voir, l'enjeu, il est international. Évidemment, les questions de vigilance, c'est international. Et l'IA, ce n'est pas évidemment propre à la France. Alors, je vais tout de suite passer la parole en le remerciant à nouveau d'être parmi nous à Alain Lacabarade. Est-ce que vous nous entendez, Giovanni? Voilà, peut-être, non, bon, c'est pas grave de toute façon. Ah bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc
Je vous ferai intervenir dans un deuxième temps, après l'intervention d'Alain Lacabarat. Merci encore à vous. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ravi de vous retrouver à l'ENM pour parler un peu de droit du travail. Ça me change des sujets habituels que j'évoque ici, déontologie des magistrats ou rédaction des décisions de justice. L'intelligence artificielle étant l'un des sujets qu'on va devoir traiter dans l'institution judiciaire pour savoir si on peut rédiger nos jugements grâce à l'intelligence artificielle. On va y venir bientôt. Alors, je vais vous évoquer la question de l'employeur vue par l'OIT. L'OIT est une vieille organisation qui a fêté son centenaire en 2019 et à cette occasion, elle a publié ce qu'on appelle la déclaration du centenaire le 21 juin 2019 qui réaffirme la pertinence de la relation de travail en tant que moyen d'offrir sécurité et protection juridique aux travailleurs. Donc, la relation de travail est vraiment au cœur des travaux de l'Organisation internationale du travail, au point que l'organisation a consacré à la notion de relation de travail une recommandation qui porte le numéro 198 et qui a été publiée en 2006. Et cette recommandation donne un certain nombre d'indices qui permettent de penser qu'on est en présence d'une relation de travail. Pour faire simple, un employeur, un travailleur travaillant pour le compte de cet employeur. Alors, l'OIT ne donne pas, à proprement parler, de définition de l'employeur. L'OIT constate que dans beaucoup de pays, l'employeur est défini par le lien de subordination juridique, comme chez nous, mais l'OIT constate aussi que dans un certain nombre d'États et non négligeables, on se fonde sur la dépendance économique. Est-ce que pour l'obtention de ces revenus, le travailleur dépend d'un employeur qui lui fournit sa rémunération? Donc, on hésite un petit peu entre lien de subordination juridique et dépendance économique comme fondement de la relation de travail. Mais on retrouve des choses que l'on connaît en droit français. On dit toujours dans les travaux de l'Organisation internationale du travail que l'existence de la relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée à leur convention par les parties, mais dépend de l'examen des faits. C'est exactement ce que l'on fait en droit français. Et cette notion de relation de travail, conçue d'une manière un petit peu souple, permet finalement de l'appliquer à des situations qui, au sens strict du terme, pourraient relever plus du droit civil ou du droit des affaires que du droit du travail comme nous le concevons chez nous. Quoi qu'il en soit, et j'avais dit à monsieur le professeur Loquiet que je ferais du hors-sujet au cours de mon intervention, parce que je reviens d'une session de la commission d'experts de l'OIT à Genève, et quand je reviens, j'ai en général le moral à 0. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sera mon premier point, il y a des formes d'emploi qu'on ne voudrait plus voir dans le monde. Deux exemples. Le travail des enfants. Savez-vous qu'il y a actuellement plus de 150 millions d'enfants qui travaillent dans le monde? Alors, la situation s'est améliorée. On constate qu'entre 2000 et 2016, le nombre d'enfants qui travaillent a diminué d'un tiers. C'est pas mal. Sauf que, et là-dessus, regardez une étude conjointe qui a été publiée en 2020 par l'OIT et l'UNICEF, qui figure notamment sur le site internet de l'OIT. Vous vous rendez compte que la situation depuis 2016 dans le monde se dégrade. La situation se dégrade. Et elle se dégrade dans quelle tranche d'âge?
la tranche de 5 ans à 11 ans. Il y a des millions d'enfants supplémentaires qui travaillent dans cette tranche d'âge depuis 2016. Il y a actuellement, toujours d'après la même étude, plus de 70 millions d'enfants qui travaillent dans des métiers dangereux, plus que la population de la France. Donc, quand vous voyez ça, alors évidemment, dans le travail des enfants, il n'y a pas que du travail salarié. Il n'y a pas toujours des employeurs, mais très souvent, il y a des employeurs. Et donc, on voit bien que les enfants dans le monde restent un sujet d'exploitation et qui est très lié à la pauvreté, parce que ça perpétue la pauvreté dans les pays concernés. Ça veut dire des enfants qui ne suivent pas de scolarité. Et l'OIT insiste beaucoup là-dessus dans les textes qui ont pour objet l'éradication à terme, on l'espère, du travail des enfants. Le travail des enfants nuit à leur épanouissement. Le deuxième point que je voudrais évoquer, toujours dans les formes d'emploi que je qualifie d'illicites, c'est-à-dire contraires aux conventions de l'OIT. C'est comme ça que je conçois la notion d'illicite. Vous avez le travail forcé. Le travail forcé représente plus de 20 millions de personnes dans le monde, avec 150 milliards de dollars de profits illégaux. C'est ça. Et dans ces formes de travail forcé, 80% des formes de travail forcé sont exercées par des employeurs privés. Il y a 20% de travail forcé pour des travaux imposés par certains États, d'accord? Mais à côté de ça, vous avez 80% du travail forcé qui est réalisé au profit d'employeurs privés. Et il faut savoir que l'esclavage existe toujours dans le monde à l'heure actuelle, dans certaines parties du monde, en particulier dans certaines régions d'Afrique. Travail forcé, on le trouve beaucoup dans certains pays d'Amérique du Sud, mais en Europe et en Amérique du Nord, on trouve aussi des pratiques de travail forcé avec la vente, notamment d'enfants, à des réseaux de prostitution ou bien de personnes qui sont employées dans les ateliers clandestins. Et en ce qui concerne le travail forcé, il faut parler du travail domestique. Vous avez des pratiques d'un autre âge dans le monde à propos du travail domestique. Les domestiques, ils sont souvent d'ailleurs des travailleurs migrants. Ils sont retenus au domicile de leurs employeurs par des menaces, par des violences, avec encore, dans certaines parties du monde, la confiscation et la rétention des documents d'identité. Confiscation des documents d'identité. C'est la réalité. Et le travail domestique, je dois dire, est une source de préoccupation importante pour l'OIT. Pourquoi? Parce que on trouve là une masse importante de travailleurs qui sont exclus de l'application des législations nationales. Très souvent, on n'applique pas la législation du travail aux travailleurs domestiques. Ces personnes sont victimes de très graves violations des droits humains, des horaires de travail invraisemblables, pas de salaire minimum, rien, plus pas de jours de repos garantis. Et puis, on y ajoute, comme je l'ai évoqué, dans certains cas, des abus physiques, psychologiques, voire sexuels. Alors ça, ce sont des formes d'emploi que j'espère on ne verra plus un jour dans le monde, mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on en prenne le chemin. Il y a aussi tout le problème de l'économie informelle. Alors, dans la terminologie de l'OIT, on a une terminologie qui est très vague à ce sujet. Ça fait référence aux activités des travailleurs qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par des dispositions législatives ou réglementaires formelles.
Alors, ce n'est pas synonyme de travail clandestin. Il y a évidemment, au cœur de l'économie informelle, le travail clandestin. Mais dans beaucoup d'États, ce n'est pas du tout une forme de travail clandestine. C'est la forme de travail que je pourrais considérer comme étant la plus fréquente. Il faut savoir quand même que dans le monde actuel, il y a plus de 60% de la population active, plus de 2 milliards de personnes qui travaillent dans l'économie informelle. Et ça veut dire au minimum 2 milliards de personnes qui très souvent n'ont aucune protection sociale. C'est ça la réalité du travail dans le monde actuel. Alors le travail informel pose problème. Il existe évidemment dans beaucoup de régions du monde, en Afrique notamment, en Asie, différents États du Pacifique. Toutes ces personnes de l'économie informelle ne travaillent pas non plus toutes pour le compte d'un employeur. Beaucoup travaillent pour eux-mêmes. Mais il y a aussi évidemment beaucoup d'employeurs dans ce domaine de l'économie informelle. Alors en 2015, l'OIT a adopté une recommandation qui porte le numéro 204 pour une transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et qui préconise, alors ça reste de l'ordre des préconisations, que les États prennent un certain nombre de mesures pour passer à un système d'économie formelle. Pourquoi? Toujours pour la même raison, c'est que dans l'économie informelle, on va retrouver les personnes les moins protégés, les plus vulnérables. Et c'est dans le secteur de l'économie informelle, et tout se regroupe, qu'on voit apparaître les pires formes de travail des enfants, des pratiques de travail forcé, la traite des êtres humains. Tout ceci est très répandu dans cette économie informelle que l'OIT souhaiterait un jour voir abandonner, mais qui constitue encore dans de nombreux États l'essentiel de l'économie. Et ça, il faut en être conscient. Alors ça, donc, c'était mon deuxième point. Mon dernier point, a déjà été évoqué, ce sont les formes nouvelles de relations de travail. On l'a dit, il y a des mutations technologiques, mondialisation des échanges, fragmentation des chaînes de production, externalisation des tâches. Tout ceci fait partie maintenant de notre quotidien, avec de nécessaires adaptations des entreprises et des travailleurs à ces mutations. Et en 2020, l'OIT a publié une étude d'ensemble qui s'intitule Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. Et alors, on retrouve l'intérêt de cette notion un peu souple de relation de travail, dans la mesure où elle permet, comme le dit d'ailleurs l'étude que je viens de citer, de s'appliquer à toutes les formes d'arrangement contractuel. C'est plus large que la notion de contrat de travail, où on voit apparaître en interface un employeur et un travailleur. Et l'OIT, dans cette étude de 2020, s'est intéressé particulièrement à certaines pratiques que l'on voit se développer d'une manière très importante, les chaînes d'approvisionnement mondiales d'abord, où on constate que, au-delà de leurs apparents avantages, ces chaînes d'approvisionnement mondiales sont porteurs de risques. Pourquoi? Parce qu'il y a des suppressions d'emplois dues à la délocalisation des emplois. Il y a de mauvaises conditions de travail dans certains éléments de la chaîne de production. Et on a constaté aussi la perpétuation des inégalités entre les hommes et les femmes dans ces chaînes d'approvisionnement mondiales. Autre point qui a été évoqué, les plateformes numériques. Les plateformes numériques
c'est évidemment une réalité du travail contemporain, avec de très grandes difficultés quant à l'application des règles de droit du travail. Et c'est vrai qu'il a été constaté dans les travaux de l'OIT que très souvent, les travailleurs dits des plateformes sont contraints de signer des contrats qui les qualifient de travailleurs indépendants. Bon, alors évidemment, l'OIT dit qu'il ne faut pas s'attacher à cette qualification et qu'il faut rechercher s'il y a une véritable relation d'emploi entre la plateforme et le travailleur. Et l'étude de 2020 que j'ai citée tout à l'heure dit très clairement que tous les principes fondamentaux au travail doivent s'appliquer aux travailleurs des plateformes, comme ils le sont pour les autres travailleurs, quel que soit leur statut. Quel que soit leur statut. Donc ça, c'est très important pour montrer qu'il y a des règles fondamentales en droit du travail et que quelle que soit la relation que les parties vont donner à leur accord, notamment dans ce type de travail, eh bien, il faut que les règles fondamentales du droit du travail soient applicables. Alors, pour conclure, je dirais que bon, l'OIT n'a pas de véritable pouvoir de sanction. Elle a une autorité morale. On va stigmatiser les États qui n'appliquent pas les règles fondamentales du droit du travail. En gros, c'est ça. Il n'y a pas une instance qui peut décider de l'exclusion d'un État du système de l'OIT. Le nombre d'États adhérents est intéressant. 187 États, c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est le nombre de ratifications des conventions. Parce qu'on constate que certains États ratifient très peu, et pas des moindres. Il y a des États bons élèves, il y a des États qui sont très en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'eux compte tenu de leur niveau de développement. Et dernier point, il ne suffit pas de ratifier. Encore faut-il appliquer. Comme l'a dit un de mes collègues de la commission d'experts qui est du Cameroun, et c'est intéressant que ce soit quelqu'un du Cameroun qui l'ait dit, compte tenu des pratiques de travail que l'on peut constater dans cet État et dans les États de la région, on ne ratifie pas pour faire plaisir. On ne ratifie pas pour faire plaisir, pour faire comme les autres. Il faut que la ratification engage l'État. Il faut que la ratification soit suivie des faits. Il faut donc qu'avant de ratifier, les États envisagent un certain nombre de mesures qu'ils vont devoir prendre pour faire en sorte que les conventions soient appliquées. Et à ce point de vue-là, on est encore très loin du compte. Et je dois dire que l'objectif de l'organisation, c'est que tous les travailleurs aient droit un jour de vivre décemment. C'est modeste comme objectif, mais je dois dire qu'on en est encore loin. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Okay, I share my screen. Can you see the screen? Yeah. Buongiorno a tutti, grazie infinite per l'invito e per avermi invitato qui oggi. Io sono Giovanni Gaudio e sono ricercatore di diritto del lavoro all'Università di Torino e oggi mi è stato chiesto di aggiungere una prospettiva comparata alla discussione sul concetto di datore di lavoro oggi. In particolare mi occuperò di presentare una ricerca che ho preparato insieme al professor Jeremias Adams-Russell dell'Università di Oxford per presentare quelle che sono le similitudini e le differenze nell'affrontare il problema del datore di lavoro
nei paesi di civil law da un lato e di common law dall'altro. Per limiti di tempo utilizzerò l'esempio dell'Italia come paese di civil law anche per dare una prospettiva diversa da quella francese, e come esempio di paese di common law utilizzerò l'esempio del Regno Unito. In ogni caso cercherò poi di fare delle comparazioni episodiche in modo da far comprendere come le problematiche presenti in realtà riguardano più paesi anche terzi rispetto all'Italia e al Regno Unito. Purtroppo, come avrete capito, non parlo francese, mi dispiace molto. Ho provato comunque a redigere delle slides in francese con l'aiuto dell'intelligenza artificiale di cui si è parlato poco fa e facendole poi ricontrollare a un'amica. Spero che non ci siano errori all'interno delle slide. Possiamo iniziare. Allora, tutto parte dal concetto unitario di datore di lavoro. Questo è un concetto che è comune sia ai paesi di civil law, in particolare all'Italia che abbiamo utilizzato come esempio, sia ai paesi di common law come il Regno Unito. Ora, questo concetto è unitario e quindi c'è una similitudine fra le due famiglie di civil law e di common law. In realtà però le similitudini finiscono nel momento in cui si vanno a controllare quelle che sono le ragioni che hanno portato alla nozione unitaria di datore di lavoro nei due diversi paesi. Per quanto riguarda l'Italia e quindi i paesi di civil law, la nozione unitaria di datore di lavoro trova la sua genesi nella ostilità che c'è stata all'interno dell'ordinamento italiano nei confronti delle forme di interposizione di manodopera. Per cui nel nostro ordinamento, nell'ordinamento italiano, vige ed è sempre stato vigente un divieto di interposizione di manodopera, per cui non è possibile per un determinato datore di lavoro affittare la forza lavoro a soggetti terzi a scopo di lucro, salvo naturalmente il caso del lavoro tramite agenzie espressamente ammesso dall'ordinamento italiano. Dal combinato disposto delle norme in materia di subordinazione e quelle in materia di divieto dei rapporti interpositori, la Cassazione italiana ha ricavato un principio di unicità del datore di lavoro, affermando che il contratto di lavoro è necessariamente bilaterale e quindi può intercorrere tra un solo lavoratore e un solo datore di lavoro. La stessa cosa nel risultato è avvenuta anche nel Regno Unito. È avvenuta però per ragioni storico-giuridiche molto diverse. Nel Regno Unito, a differenza di quanto è avvenuto nei paesi di civil law, infatti, non vi sono delle norme in materia di rapporti interpositori che vietano la possibilità di somministrare del lavoro a terzi. La nozione unitaria di datore di lavoro ha quindi trovato origine nella common law e in particolare nelle cosiddette master e servant law che nell'Ottocento prevedevano i rapporti di forza tra un master e un servant. La common law è poi arrivata ai giorni nostri, ma in qualche modo non si è dimenticata della nozione antropomorfa di questo master, che era il padrone unitario del lavoratore nel diritto del lavoro dell'Ottocento. Quindi nozione antropomorfa di datore di lavoro e quindi unitaria che arriva fino ai giorni nostri. Ora, il problema perché nasce? Nasce perché la nozione unitaria di datore di lavoro che si è formata sia negli ordinamenti di civil law quali l'Italia che in quelli di common law quali il Regno Unito va in crisi nel momento in cui iniziano quei processi di frammentazione e ricomposizione dell'impresa post-fordista a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Nascono quindi una serie di organizzazioni complesse in cui il lavoratore è dipendente di un solo datore di lavoro, ma ci sono degli altri soggetti di diritto che pur non essendo datori di lavoro in qualche modo interagiscono con la prestazione eseguita da parte del lavoratore. Dal punto di vista analitico abbiamo distinto tre diverse tipologie di organizzazioni complesse. La prima è quella del lavoro tramite agenzia,
che è il classico rapporto trilatero in cui il lavoratore è assunto dall'agenzia per essere somministrato presso un soggetto utilizzatore. Quindi troviamo due soggetti che interagiscono con la prestazione lavorativa del lavoratore. Il secondo tipo di organizzazione complesse è la cosiddetta esternalizzazione contrattuale, dove c'è un soggetto che chiameremo committente che affida alcuni servizi a un soggetto terzo che è l'appaltatore. L'appaltatore esegue i servizi tramite i propri lavoratori da essi impiegati. L'unico soggetto responsabile per i diritti dei lavoratori sarà l'appaltatore, anche se il committente in qualche modo interagisce con la prestazione lavorativa di questi soggetti. Il terzo tipo di organizzazione complessa che abbiamo individuato è quello del lavoro nei gruppi di società, in cui c'è una società controllata che impiega il singolo lavoratore, ma possiamo avere una società capogruppo o altre società del gruppo di società che interagiscono con la prestazione lavorativa del singolo lavoratore. Ora, tutta questa situazione ha creato un problema analogo in entrambi i paesi, cioè nel paese di civil law che abbiamo preso ad esempio, qual è l'Italia, e in quello di common law che abbiamo preso ad esempio, qual è il Regno Unito. Si creano sostanzialmente delle distorsioni nell'ambito di applicazione della disciplina giuslavoristica, perché l'unico soggetto responsabile ai fini del diritto del lavoro sarà il datore di lavoro contrattuale unitario, ma tutti gli altri soggetti che a vario titolo interagiscono con il lavoratore andranno esenti da responsabilità. Così si creano tutta una serie di incentivi per gli imprenditori di frammentare la propria organizzazione in modo da isolare le responsabilità giuslavoristiche solo in capo ad un soggetto. Questo è il problema macro che è comune sia nei paesi di civil law che in quelli di common law. Abbiamo però individuato un problema che si è creato solo nei paesi di common law e in particolare nel Regno Unito. Nel Regno Unito, a differenza di quanto avviene nei paesi di civil law, che in qualche modo hanno sempre avuto un'ostilità nei confronti delle forme indirette di somministrazione di manodopera, nel Regno Unito i lavoratori tramite agenzia non sono lavoratori subordinati e quindi non hanno le protezioni che l'ordinamento giuslavoristico normalmente riserva a questi lavoratori. Questo perché è accaduto? Perché in ragione del fatto che il lavoro è tripartito, il diritto del lavoro inglese non riesce a individuare un datore di lavoro, con il risultato che questi soggetti non ne avranno uno e non saranno nemmeno lavoratori subordinati. Un qualcosa è un problema che si è posto nel Regno Unito, ma non nei paesi di civil law, proprio perché i paesi di civil law hanno mostrato questa ostilità nei confronti delle forme indirette di prestazione di manodopera. Arriviamo ora alle soluzioni. C'è stato ora il problema di cercare di rendere più coerente l'ambito di applicazione della disciplina giuslavoristica in ragione dei fenomeni di frammentazione e ricomposizione dell'impresa è stato affrontato in maniera diversa dai paesi di civil law e da quelli di common law. In particolare i paesi di civil law come l'Italia, ma credo anche come la Francia, hanno regolato il lavoro nelle organizzazioni complesse andando a dettare delle regole diverse rispetto ai tre tipi di organizzazione complessa che abbiamo individuato in precedenza. Quindi, per esempio, i paesi di civil law come l'Italia hanno regolato in primis il lavoro tramite agenzia, riconoscendo che i lavoratori tramite agenzia sono lavoratori subordinati, andando a separare poteri, diritti e obblighi tra l'agenzia e il soggetto utilizzatore e rendendo questi due soggetti per alcune tipologie di diritti dei lavoratori solidarmente responsabili. Ad esempio in Italia c'è una responsabilità solidale tra l'agenzia e l'utilizzatore per quanto riguarda i crediti retributivi di questi lavoratori. Allo stesso modo, per quanto riguarda il secondo tipo di organizzazione complessa, quindi l'outsourcing contrattuale, in Italia ci sono delle regole che rendono il committente e l'appaltatore corresponsabili almeno per alcuni diritti. Anche qui c'è una responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori per quanto riguarda i crediti retributivi che i dipendenti del subappaltatore e dell'appaltatore possono vantare nei confronti dei loro datori di lavoro.
Per quanto riguarda invece il terzo tipo di organizzazione complessa, quindi il lavoro nei gruppi di società, la situazione è più variegata. Vi sono alcuni paesi di civil law che hanno regolato ed esteso alcune responsabilità anche ad altre società del gruppo. Ciò è avvenuto anche in Italia, ma non è stato il legislatore a farlo, bensì la giurisprudenza. La giurisprudenza, nel caso in cui un gruppo di società abbia sostanzialmente una direzione unitaria e un utilizzo in qualche modo comune della forza lavoro, ha esteso alcune responsabilità in alcuni contesti normativi anche a soggetti diversi rispetto al datore di lavoro. Ciò è avvenuto per esempio nei licenziamenti collettivi. Ora, i licenziamenti collettivi in Italia e penso anche in Francia si ha un collettivo nel momento in cui si superano determinate soglie dimensionali. La giurisprudenza italiana ha detto che nei gruppi di impresa a determinate condizioni non dovranno essere considerati ai fini del superamento delle soglie solo gli impiegati del datore di lavoro, ma dovranno essere considerati anche i lavoratori impiegati da altre società del gruppo. Un ragionamento analogo è avvenuto per quanto riguarda poi i licenziamenti individuali per motivo economico, per ragione economica. La giurisprudenza ha iniziato in alcuni casi a considerare le ragioni, l'effettività delle ragioni economiche non con riferimento alla sola società datrice di lavoro, ma con riferimento all'intero gruppo. La stessa cosa la giurisprudenza l'ha fatto con riguardo all'obbligo di ripescaggio, e so che c'è qualcosa di simile anche in Francia. In Italia un licenziamento per ragioni organizzative è legittimo solo nel momento in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare che non ci fossero nella propria organizzazione delle posizioni vacanti presso cui ricollocare quel determinato lavoratore. La giurisprudenza in alcuni casi ha esteso l'ambito di applicazione di tale obbligo in modo da considerare anche posti vacanti presenti presso società del gruppo diverse rispetto a quella datrice di lavoro. In qualche sentenza un po' più contestata, potremmo dire, la giurisprudenza è andata anche oltre, considerando qualche società del gruppo solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità nel caso in cui un licenziamento per ragioni organizzative sia stato ritenuto illegittimo. Ora, sebbene ci siano delle ambiguità in queste pronunce, la giurisprudenza italiana in realtà non si è mai spinta fino a dire che nei gruppi ci possono essere 2 o più datori di lavoro, ma ha applicato una sorta di fictio iuris secondo cui ai fini di queste discipline si fa finta che i datori di lavoro siano più di uno, anche se dal punto di vista contrattuale il datore di lavoro rimane sempre uno e unitario. Nel Regno Unito e quindi nei paesi di common law, in realtà l'approccio è stato molto diverso, nel senso che la common law e anche la statutory law, cioè la legge che non è judge made come quella della common law ma è approvata dal Parlamento, non hanno regolato il singolo fenomeno di organizzazione complessa come è avvenuto nei paesi di civil law, ma hanno esteso le responsabilità oltre il datore di lavoro contrattuale secondo un approccio più frammentato. In particolare frammentato nel senso frammentato a seconda del contesto normativo. Ora, questo è sintomatico di un certo approccio tipico dei sistemi anglosassoni, in particolare tipico della statutory law. La statutory law sono delle leggi che vengono approvate da parte del Parlamento inglese in cui nei singoli contesti normativi vengono create delle definizioni di lavoratore o datore di lavoro oppure di soggetto titolare dei diritti e soggetto titolare degli obblighi che in realtà prescindono dalle nozioni contrattuali di lavoratore e datore di lavoro tipiche della common law. Gli obiettivi di queste singole legislazioni contestuali sono molto chiari, quindi la giurisprudenza inglese è riuscita a interpretare queste nozioni di lavoratore e datore di lavoro un po' più ampie, in linea con gli obiettivi del contesto normativo di riferimento, per estendere le responsabilità oltre il datore di lavoro contrattuale. Questo è avvenuto per esempio nel diritto antidiscriminatorio, in cui anche soggetti terzi rispetto al datore di lavoro contrattuale sono stati ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina giuslavoristica.
Questo è successo nel diritto della sicurezza sul lavoro, è successo ancora nel contesto normativo del whistleblowing. Ora, e qui mi avvio alla conclusione, nonostante queste differenze di approccio tra i paesi di civil law e i paesi di common law, abbiamo riscontrato alcune convergenze nei modelli di regolazione. Questo perché negli ultimi anni i paesi di common law hanno importato all'interno del loro ordinamento l'approccio tipico dei paesi di civil law di regolare il fenomeno dell'organizzazione complessa a seconda della specifica tipologia di organizzazione complessa. Per cui negli ultimi anni, ad esempio nel Regno Unito e in Australia, abbiamo visto delle legislazioni che vanno specificamente a cercare di proteggere meglio i lavoratori tramite agenzia. Allo stesso modo, sempre nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti, ci sono state delle leggi che hanno specificamente regolato a fini lavoristici il fenomeno del franchising. Dall'altro lato, il modello, tra virgolette, frammentato per contesti normativi, tipico della statutory law inglese, ha cominciato a trovare applicazione anche nei paesi di civil law, soprattutto grazie all'intervento del diritto europeo. Possiamo infatti dire che il diritto europeo è funzionalmente equivalente alla statutory law inglese perché prevede delle direttive che dettano delle definizioni in qualche modo autonome e che prescindono dalla lettura contrattuale del contratto di lavoro data all'interno dei singoli Stati membri, che prevedono degli obiettivi chiari che possono essere interpretati teleologicamente e funzionalmente da parte della Corte di Giustizia e da parte delle corti nazionali. Corte di Giustizia e corti nazionali che in alcuni contesti normativi, come il contesto normativo antidiscriminatorio, quello della sicurezza sul lavoro, quello sui trasferimenti d'azienda o quello sul whistleblowing, sono riusciti a interpretare le ampie nozioni delle direttive in modo da considerare responsabili o comunque rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina giuslavoristica anche soggetti terzi rispetto al datore di lavoro contrattuale. Ora, come valutiamo queste convergenze? Da un lato positivamente, almeno per la common law, perché naturalmente la common law, come abbiamo visto, ha presentato dei problemi ulteriori rispetto a quelli che abbiamo riscontrato negli ordinamenti di civil law. Quindi una maggiore consapevolezza nella regolazione dei singoli fenomeni trilaterali, come il lavoro tramite agenzie, è sicuramente positiva. Questa convergenza può essere però utile anche per i paesi di civil law, perché queste tecniche contestuali che prescindono un po' dalla lettura contrattuale del rapporto di lavoro riescono in qualche modo a limitare il fenomeno degli imprenditori che vanno a frammentare la propria organizzazione sfruttando delle tecniche contrattuali sostanzialmente per isolare le proprie responsabilità. Proprio perché queste tecniche tipiche del diritto antidiscriminatorio, della sicurezza sul lavoro, del whistleblowing, riescono ad attrarre nell'ambito dell'applicazione della disciplina giuslavoristica anche soggetti terzi rispetto al datore di lavoro contrattuale. Un problema però di questo approccio è che l'approccio frammentato in cui il soggetto responsabile può cambiare a seconda del contesto normativo potrebbe però presentare poi dei problemi in fase di applicazione del diritto, perché il lavoratore potrebbe non sapere dall'inizio chi sia il soggetto effettivamente responsabile per proteggere quello specifico diritto. Ora, so che la presentazione forse nei dettagli è stata un po' superficiale perché per forza di cose ho dovuto ipersemplificare alcuni aspetti proprio perché il tempo è tiranno. Ho lasciato qui un paio di articoli in cui ho affrontato già i problemi oggetto di questa presentazione. Il primo è un articolo pubblicato nel 2021 e il secondo è l'articolo a cui ho fatto più riferimento in questa presentazione, scritta con il professor Adam Sprassel, che sarà pubblicato nel corso dell'anno prossimo. Grazie mille per la vostra attenzione e grazie infinite.